C'est l'histoire d'un réalisateur français bloqué à Los Angeles pendant une pandémie mondiale. Pour maintenir le lien avec sa fille qui vit à Paris, il lui fabrique des dessins animés dont elle est l'héroïne en se basant sur les titres qu'elle invente. Papa, pour mon prochain film, je voudrais Maya et la pieuvre. Voici la pieuvre. La tête, les yeux, les tentacules, c'est-à-dire les jambes. Elle en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle vit au fond de la mer. Les gens racontent que c'est un monstre, qu'elle mange des gros bateaux tout entiers. Après avoir fabriqué des dizaines de dessins animés pour sa fille, notre invité décide de les compiler et de les partager dans un film sorti l'année dernière au cinéma et intitulé « Maya, donne-moi un titre ». La suite de ses aventures sort ce mercredi 18 juin. Elle s'appelle cette fois « Maya, donne-moi un autre titre » avec Blanche Gardin qui succède à Pierre Ninet à la narration. Par le passé, notre invité a réalisé de nombreux clips musicaux devenus cultes comme Around the World des Daft Punk, Je danse le Mia d'Ayam ou encore Mad World de Gary Jules pour le film Donnie Darko. Il réalise aussi des clips pour les Rolling Stones, Paul McCartney, Björk, The White Stripes, Kylie Minogue, Beck, les Foo Fighters, Massive Attack, Lenny Kravitz et d'innombrables autres stars mondiales de la musique. Il réalise également des courts-métrages, des documentaires, des entretiens et surtout des films devenus cultes à Hollywood comme en France. Après son premier long-métrage, Human Nature, avec Patricia Arquette et Tim Robbins, il remporte un Oscar pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind sur un scénario original de Charlie Kaufman, avec Jim Carrey et Kate Winslet dans les rôles principaux. S'en suivront La Science des rêves avec Gaël Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat, l'incontournable Soyez sympa rembobiné avec Jack Black, Mos Def et Danny Glover, The Green Hornet avec Seth Rogen et Cameron Diaz, The We and the I sur la jeunesse du Bronx. Mais aussi L'écume des jours, adapté de Boris Vian avec Romain Duris, Audrey Tautou et Gad Elmaleh, Conversation animée avec Noam Chomsky, le très touchant Microbe et Gasoil, le personnel et introspectif Livre des solutions avec Pierre Ninet et Blanche Gardin. Il faut qu'on vous avoue un truc, au démarrage de notre podcast, Yannick et moi avions pensé à le baptiser Be Kind Rewrite, en clin d'œil à notre invité. Il y a un an, nous avons envoyé un email comme une bouteille à la mer remplie d'espoir pour l'inviter à venir y participer. Malheureusement, il venait tout juste de repartir à Los Angeles. Et puis, il y a quelques semaines, nous avons reçu une réponse inattendue, nous demandant gentiment si nous étions toujours partants. C'est donc pour nous un immense plaisir et un honneur d'accueillir Michel Gondry pour parler d'écriture, d'animation, d'effets spéciaux et surtout de créativité. Alors, comment Michel Gondry organise-t-il ses idées pour écrire un scénario ? Comment part-il d'une image, d'une idée ou d'une émotion brute pour construire ses histoires ? Comment fait-on pour équilibrer la comédie, l'émotion et l'expérience personnelle ? Quelle est la technique des 70 cartes de David Lynch qu'il aime employer ? Y a-t-il des recettes infaillibles pour faire rêver les enfants ? Et comment fait-on pour convaincre Jim Carrey de tourner un court-métrage avec Eric et Ramsey ? C'est à toutes ces questions, et à bien d'autres, que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno. Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Générique. Bonjour. Bonjour. Michel, première question traditionnelle de La Machine à écrire. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Alors c'est le genre de questions ou de réponses que j'évite parce que on établit des règles. Et justement, l'idée, quand on fait un film, c'est de faire des choses différentes. Et si on se retrouve avec des règles à suivre, eh ben, ça annule cette raison d'être des films. Ce qui fait une bonne histoire, c'est quand il y a un début et qu'il y a une fin, puis on a fait une sorte de voyage. Vous venez pour la sortie de Maya, donne-moi un autre titre. Est-ce que vous pouvez nous pitcher le concept du film pour les auditeurs ? Ce qui s'est passé, c'est que pour le travail, je devais rester à Los Angeles pendant un moment, et ma fille habitait à Paris avec sa maman. Il y a eu le confinement, donc finalement, on est resté éloigné assez longtemps. Et juste avant de partir, moi, je m'étais acheté un smartphone et j'ai vu qu'on pouvait faire de l'animation avec, donc j'ai commencé à faire des petits films, dont certains étaient pour Maya. Et puis un jour, elle a dû avoir l'idée de me donner un titre et de me demander, ou moi je lui ai demandé, tu veux que je te raconte quoi ? Et moi, ça m'a amusé comme défi d'une certaine manière. Et donc j'ai écrit une petite histoire, j'ai fait un storyboard et puis j'ai fait une petite histoire animée. Et au fil des années,
Elle a grandi et moi, je me suis sophistiqué d'une certaine manière au niveau de l'exécution et j'ai compliqué les histoires. Elle a compliqué ses titres. Donc finalement, il y a une sorte d'évolution du premier au dernier film, oui, qu'on peut suivre. Et on a décidé un jour de tout à regrouper pour faire 2 films. Donc celui-là, c'est le deuxième. Alors qu'au départ, c'était absolument pas prévu. Qu'est-ce qui a servi de déclencheur pour l'idée de justement regrouper, d'en faire des films, de le montrer aux autres? J'ai dû avoir l'idée comme ça qui m'est passée au travers de la tête. Et puis cette accroche de se dire qu'elle me donnait un titre et que je faisais le film, j'ai pensé que les gens pourraient voir ça un petit peu comme une relation père et enfant, et ça pourrait les intéresser. Alors dans le premier film, c'est papa qui crée l'histoire et qui raconte à travers la voix de Pierre Ninet. Ouais. Dans le deuxième, il y a un petit changement, c'est que maman participe, c'est la voix de maman finalement qui raconte l'histoire. Ça, c'est venu du calendrier des acteurs qui faisaient les voix, ou c'était vraiment une volonté dans la famille de réintégrer maman dans le... J'ai intégré la maman dans les films pour que ce soit une sorte de triangle. Maya donne le titre, je fais le film et maman lui lit les textes parce que tout était écrit, que ce soit les bulles de parole ou les indications de décor, etc. Au départ, elle savait pas lire. Elle les regardait avec sa maman qui lui lisait. Ensuite, même quand elle a su lire, elle a quand même voulu que sa maman lui lise les titres parce qu'il y avait un rituel qui s'était installé et il n'y a pas de raison spéciale pour qui a fait quoi. J'avais travaillé avec Pierre Ninet et Blanche Gardin sur mon film Le Livre des Solutions. Et j'aurais demandé juste après et puis ils m'ont dit oui tout de suite. Alors comment vous écrivez chacune de ces petites histoires? Est-ce qu'elles sont réfléchies très à l'avance? Est-ce qu'il y a un storyboard? Est-ce que c'est improvisé au fur et à mesure de la création? Comment ça se passe? Non, il y a un storyboard, c'est assez compliqué. On parlait des histoires, j'essaie de raconter des histoires qui se tiennent. Il y a très souvent, bon, évidemment, je me permets, tout est possible déjà avec l'animation, c'est ça qui est génial, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir une montagne qui pousse sur la Tour Eiffel, ou la Tour Eiffel est en bois. Étages. Oui, voilà, c'est comme un solo de saxophone dans le jazz. Tout est branché directement dans le cerveau et ça va sur le résultat sans passer par des approbations. J'ai très rapidement l'idée générale de l'histoire et je fais un storyboard. Et souvent, ce que je fais, c'est que pendant que je fais le film, je refais des petits storyboards, des sous-storyboards pour simplifier ou compliquer certaines scènes. Mais je traite ça exactement comme si c'était un clip pour quelqu'un de connu ou pour une publicité ou pour un film pour un public. Parce que j'entends les mots qu'elle juxtapose, qu'elle met les uns après les autres. Parfois, on en discute et je lui dis, mais ah oui, mais tout à l'heure, t'as dit ça. Et puis, oui, mais j'aime pas ça, je préfère ça. Et ou alors, elle a le titre tout prêt et elle me le donne. C'est génial. Je pense que peu de gens ont eu cet exercice de prendre des mots au hasard donnés par son enfant et de devoir faire une histoire qui se tienne, parce que même si elles partent dans tous les sens, je pense qu'elles se tiennent. Il y a des personnages qui sont très souvent des gens de sa famille, qui prennent des rôles, comme Pampa la Frita, c'est son grand-père, qui est le roi de la frite. Et il y a plein d'éléments qui font que chaque film n'est que pour elle d'une certaine manière. Et après, bon, on a décidé de le partager. Mais cette spécificité-là, le fait que ça s'adresse vraiment pour elle avec des gens de sa famille, de ça, je pense que c'est ce qui le rend aussi universel et ce qui fait qu'on peut s'identifier avec son propre grand-père ou sa propre grand-mère. En étant très précis, ça parle finalement à tous les enfants, non? Bah oui, c'est-à-dire que dans la dynamique entre les parents et les enfants, il y a des choses qui sont universelles. Il y a des variations, puis il y a des tensions, il y a des phases. Tout le monde rencontre des problèmes. C'est comme quand on a des enfants et qu'on a des amis qui ont des enfants, on se raconte un peu toutes les petites galères. Donc ça nous parle. Il y a dans différents segments du film des idées d'accumulation. Par exemple, dans le 2, il y a Maya casse le monde. Il y a un marteau qui va casser d'abord un petit objet, puis des meubles, puis un immeuble, et le marteau grandit. Est-ce qu'il y a des recettes infaillibles pour faire rire Maya ou les enfants? C'est des de surenchère, par exemple, ou est-ce qu'il y a des patterns que vous avez découverts? Bien ce dont vous parlez, mais en réfléchissant, je me suis fait plaisir à moi. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée du marteau qui grossit à chaque fois qu'il donne un coup, j'étais super content. Je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une idée super. C'est comme, par exemple, j'ai eu cette idée pour Julien Clerc, c'était un rêve dont j'ai fait un clip où sa femme le quitte et elle prend toutes ses affaires dans la valise et comme la valise est trop petite, elle grandit au fur et à mesure et à la fin, elle prend la machine à laver, les meubles du salon, etc. Et quand j'ai eu l'idée de la valise
qui grandissait au fur et à mesure, j'étais content, quoi. Donc, je pense à moi et je pense que bon, aussi, peut-être que j'ai un petit peu gardé mes sentiments, ce que j'éprouvais quand j'avais l'âge de ma fille, que ça marche toujours. Alors, j'ai souvent réfléchi à pourquoi j'aimais bien les répétitions. Une des raisons, c'est que je suis né en 63, on était en plein dans les 30 glorieuses, donc c'était la consommation, et j'ai assisté à l'ouverture du plus grand centre commercial d'Europe, qui était Paris 2. Et je me souviens, le jour où on est allé là-bas, il y avait des rayons avec des choses à l'infini qui étaient les mêmes. Et c'est comme, par exemple, quand on achète une boîte de crayons de couleur et qui sont bien alignés, en dégradé, il y a quelque chose dans la répétition avec des petits changements qui m'a toujours plu et donc j'utilise. Est-ce que c'est relié aussi à votre amour de la batterie et de la rythmique et tout ça? Je sais pas, mais peut-être c'est le contraire aussi. C'est que la rythmique est peut-être reliée à cette idée de répétition. Puis la répétition, on a aussi un sentiment que les choses vont continuer pour toujours, et donc ça rassure par rapport à la finitude et la peur de la mort. Bon, ça c'est un peu... C'est philosophique. C'est un peu philosophique, mais bon. Maya, c'est réalisé en stop motion, c'est du 12 images par seconde, et c'est vous qui dessinez, qui animez. Est-ce que c'est pas un petit peu fastidieux de faire ça quand on a l'esprit qui va aussi vite? Il y a un truc qui est très paradoxal dans l'animation, c'est que en même temps, ça demande de la patience, de la concentration et de l'assiduité, et en même temps, on a une récompense très rapprochée, c'est-à-dire qu'on fait un plan, on va passer peut-être 2 heures dessus, et on peut le voir sur le téléphone tout de suite, et quand on voit une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'on a pris un petit bonhomme, on a bougé les jambes, il s'est déplacé, et on a vu que des instants figés, et tout d'un coup, on fait défiler les images, et ça bouge. Et là, il y a un sentiment que j'ai éprouvé dès que j'étais très jeune, parce que j'ai fait des petits flipbooks sur les livres de mes parents, qui fait que on a c'est comme le sucre, si vous voulez. On a une satisfaction immédiate qui fait qu'on a envie de recommencer tout de suite. Et quand on fait un projet, au début, on a 100% à faire. Et puis après, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on enlève un peu, on en rajoute de l'autre côté. Donc ça va de plus en plus vite. Et on le finit. Et il y a une telle satisfaction à finir le projet que ça motive. Et donc, je suis assez impatient quand j'ai une idée de voir si ça va marcher ou pas. Mais en même temps, j'ai toujours pensé à ce qu'allait ressentir Maya. Moi, j'ai été surpris, c'est qu'il y a des fois où vous avez déjà découpé des formes ou des lettres que vous avez déjà utilisées. Vous pensez à une autre séquence qui pourrait les réutiliser, et des fois, vous les redécoupez ou vous les redessinez. Alors ça, c'est un point important. C'est-à-dire que comme les choses sont assez simples, très souvent, je dessine un bras, je le découpe, je le mets sur un coin de la table et je fais autre chose. Et après, au moment de reprendre le bras pour le faire concorder avec les autres membres, je le retrouve pas. Alors là, il se passe un drame, c'est-à-dire que le bras, ça m'a pris, disons, 3 minutes pour le faire, ou 5 minutes, on va dire. Et j'ai 5 minutes pour le retrouver. Après 5 minutes, j'aurais dû le refaire. Et ça marche pour tout. C'est-à-dire que les lettres, il me manque le E, donc je cherche partout un E, mais je sais que ça m'a pris 10 secondes de faire le E. Mais après, plus il y a de E et plus c'est difficile de les retrouver. Au début, je les ai gardés en essayant de les recycler, mais ça prenait plus de temps de les rechercher que de les refaire. Et puis en plus de ça, j'aime de plus en plus découper les lettres, j'adore ça. À propos de lettres, dans Maya, il y a beaucoup de textes écrits. Dans la séquence, par exemple, Maya, docteur de bain, dans la salle de bain, il y a toute une séquence où elle reçoit ses patients. Oui. Et il va y avoir des bulles, comme des bulles de bande dessinée qui vont s'afficher. Est-ce que c'est une réflexion pour créer du rythme malgré un plan fixe? Est-ce que c'est un amour de la BD? Qu'est-ce qui amène ces cartons, Chaque séquence est là pour raconter l'histoire de la manière la plus simple possible, parce que mon but, c'est de raconter une histoire à ma fille qui montre comment quelques mots peuvent se développer en une histoire complète. Donc, à chaque plan, j'essaye de voir comment faire pour qu'on comprenne. Et puis après, il y a des trucs drôles, c'est-à-dire quand on voit la succession de patients qui défilent, ils apparaissent comme une sorcière bien aimée avec un petit bruit de cloche. Et puis, mais en revanche, je rajoute des gros plans où il y a le truc qui descend avec le micro, ou alors on comprend pas bien que l'enfant il marche sur les mains, donc je vais faire un gros plan avec ses mains. Donc c'est toujours par souci de compréhension, parce que on se dit toujours, moi je sais ce que je raconte, mais la personne qui voit la chose, le truc fini, c'est pas du tout dit qu'elle va comprendre, parce que les gens disent ah ouais super, mais ils vous disent pas s'ils ont pas compris, et donc moi j'essaye de vraiment être sûr que les choses sont claires. C'est aussi un peu un hommage, les grosses lettres animées
à ce que faisaient les Monty Python dans leurs films, où ils avaient aussi des fois des grosses lettres et ils jouaient avec et ils les animaient en stop motion. Je pensais pas trop à ça, mais en revanche, j'ai fait les choses que j'aurais faites de toute manière. Et après, je me suis dit, tiens, c'est un petit peu comme les animations, les interludes de Terry Gilliam. Donc, il y a un truc où on s'est fait à l'arrache, où on voit que ça a été découpé dans des revues ou colorié au crayon. Et en même temps, le fond, il a une grande sophistication par le fait qu'il est complètement libre. C'est pas un truc bête, quoi. C'est un truc qui est assez viscéral. C'est-à-dire qu'on le ressent comme ça dans ses tripes. Et je pense que j'essaye de voir ça comme ça avec les histoires d'échelle. Et pour finir sur l'apport du texte, il y a aussi pas mal de cartons pour poser ces situations. Et ça, quand on remonte à votre premier court-métrage, c'était l'Expédition Fatale, il y a déjà ce genre de dispositif un peu en hommage au film muet. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je me suis même demandé, est-ce que Méliès et Gondry, ça se parle? Bah oui, évidemment, ça se parle. Méliès, il faisait tous ses décors en 2 dimensions avec un effet 3D de relief, avec les ombres, même pas du bas-relief, comme oui, avec la lumière qui accroche sur le côté. Moi, ma première expérience visuelle de ce type, c'est que je faisais beaucoup de photos quand j'étais enfant, vers 13-14 ans, et je faisais les tirages le développement du négatif. La prise de photo, évidemment, le développement du négatif et le tirage sur papier. Et j'avais fait une expérience, j'avais pris une petite voiture Scalextric et j'avais découpé un bonhomme dont Télérama. En fait, c'était Jacques Chirac, mais je savais pas qui c'était. J'ai mis debout à côté de la voiture et quand j'ai pris la photo, je me suis aperçu que par le fait que la photo est en 2D et qu'elle transformait les objets en 2D, et ben les objets qui étaient déjà photographiés en 2D, finalement, ils étaient à égalité avec les objets qui sont en 3D, donc ils devenaient 3D. Donc j'ai eu ce sentiment, mais sans aucune influence et cette idée que on pouvait filmer des choses qui étaient plates, mais si elles étaient éclairées d'une certaine manière, ou peintes d'une certaine manière, on pourrait avoir l'impression qu'elles étaient en relief. Et là, ça m'a ouvert plein de choses, plein d'idées. Et après, je regarde Méliès et je me dis, tiens, bah, il a eu la même idée, sauf que c'est il y a 100 ans. C'est pas grave. Moi, j'ai regardé Maya les deux avec mes enfants et ça leur a immédiatement donné envie de faire. Oui. On a l'impression qu'il y a chez vous cette envie de transmettre aussi, que ce soit dans les films suédés de Be Kind Rewind, dans la mise à disposition du public d'un studio, dans les tutos que vous faites en ligne. Est-ce qu'il y a cette envie de dire, bah, faites-en autant? Totalement. C'est vraiment un de mes buts. De dire, si j'ai une sorte de but philosophique dans mon existence, c'est de donner envie aux gens de créer des choses. On a tous cette envie quand on est enfant. On dessine pour apprendre. C'est comme les chats qui jouent pour apprendre la vie. C'est naturel quand on est petit, mais à partir d'un certain moment, quand on devient des adultes et qu'on a des professions diverses, ça devient comme un petit peu un attardement ou quelque chose qui est pas justifié. Et je trouve ça dommage parce que je pense que c'est toujours là, mais qu'on se le cache. Donc moi, j'essaie toujours de pousser les gens à continuer à créer, à faire des choses et pas. C'est-à-dire qu'on parle de hobby, c'est un petit peu réducteur, je trouve. Moi, je trouve que c'est créer, il faut pas y mettre trop de limites. Et puis on est souvent à l'ombre des gens qui ont du succès et qui donnent l'impression qu'il y a que eux qui peuvent fabriquer des choses et s'auto-distraire. Et non, moi j'essaye de prouver le contraire. Et c'est vrai que ça me fait très plaisir quand on dit que ça donne envie aux gens de faire pareil. Est-ce que vous avez des retours après la sortie du premier film d'enfants justement, de familles? Oui, mais ce que vous venez de me dire, c'est commun. C'est effectivement c'est le ton général. C'est que les enfants ont envie de faire pareil. Dans notre épisode précédent, on a interviewé Antoine Decaune qui nous disait qu'une bonne histoire, ça parlait à la part d'enfance qui est en nous. Et on a l'impression que vos films parlent toujours à la part d'enfance, avec des protagonistes qui sont rêveurs, jeunes, notamment dans Microbes et Gasoil, dont on parlera un peu plus tard, parce qu'on adore ce film. Là, vous avez dit que vous vous êtes fait plaisir. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de faire de Maya quelque chose de plus lumineux, après le film précédent qui était un peu plus grave? C'est difficile au niveau temporel de comparer parce que Maya, j'ai quand même fait ça s'est étalé pendant 7 ans. Je faisais pas ça par rapport à des choses que j'avais fait avant après. En revanche, c'est vrai que de le faire, ça m'a donné une satisfaction, une joie. Il y avait comme une solitude de me retrouver de l'autre côté du monde. Et j'ai des problèmes d'insomnie, donc la nuit, je pouvais me réveiller. En général, je me levais vers 2 heures, de 2 heures à 6 heures du matin. Je me mettais sur ma table et je fabriquais mes décors et je faisais avancer mes personnages. J'écrivais mes histoires et j'écoutais des livres, des romans lus sur un site qui s'appelle littérature audio, qui sont des dons de voix.
Et j'ai écouté tout ce que j'ai pu trouver sur la littérature russe et ça m'a donné des grands moments de plaisir. Est-ce que quand on se réveille comme ça au milieu de la nuit, c'est souvent les moments où on se rappelle le plus de ses rêves? Et si c'est fréquent chez vous, est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça que la dimension des rêves est aussi importante dans toutes vos œuvres et si présente? Est-ce que vous vous souvenez tout le temps de vos rêves, vous? Je me souviens pas tout le temps de mes rêves, mais surtout, j'essaye de comprendre comment marchent les rêves et surtout en évitant tout symbolisme et tout le côté Freud, Lacan, parce que ça, j'y crois pas du tout, c'est pas du tout scientifique. On peut essayer d'imaginer des choses, mais moi, j'ai une assez bonne idée de comment ça marche par rapport à mes expériences de rêve. Et ce qui est magique dans un rêve, c'est qu'on voit une succession de choses aléatoires, un petit peu comme on pense quand on marche dans la rue, et que tout d'un coup, on voit un objet qui nous fait penser à un souvenir et à un objet, à un autre objet, etc. Sauf que on recrée une continuité parce qu'on croit que c'est vrai, que ça existe. Et je pense qu'il y a un petit rapport avec le cinéma. C'est-à-dire qu'on voit des bouts collés les uns aux autres et finalement on oublie que ce sont des bouts et on rentre dans l'histoire. Oui, ça prend sens même s'il y a des sauts temporels. Voilà, ou des on a soucis logiques. complètement digéré l'effet du montage. Au début, c'était pas évident. D'ailleurs, Méliès, il y a un film où on voit le train qui arrive d'un angle et ensuite on voit un autre angle avec le train qui arrive encore. Tout ça, c'est pour dire que le montage n'était pas encore inventé. Donc ça s'est inventé petit à petit. Le fait qu'on accepte que les rêves soient normaux, c'est peut-être aussi pour ça qu'on accepte que les films sont une sorte de réalité dans laquelle on entre. J'en parlais avec ma copine et quand on se dit au revoir au téléphone et qu'on raccroche, surtout avec FaceTime, tout d'un coup, on se retrouve projeté dans là où on était et on avait complètement oublié qu'on était dans cet endroit. Donc il y a vraiment une saute. Et je disais que ça rappelle quand on regarde un DVD, tout d'un coup il se fige. On ressort de l'histoire d'une manière très très brusque, ce qui nous donne vraiment l'impression qu'on était plongé dans cette réalité qui est complètement fragmentée. Si on revient sur le processus créatif tout au long de votre carrière, vous dites souvent que tout part d'une image ou d'une émotion brute, d'une idée principale. Comment ça se traduit dans la création de vos films? Est-ce que vous notez d'abord des images et ensuite vous élaborez dessus? On a eu John Truby comme invité, je crois que vous n'êtes pas très fan des structures imposées en 3 actes avec des arcs. Des fois j'y pense un peu, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait qu'on dit, il y a des gens par exemple qui disent qu'il n'existe que 3 histoires et qu'elles sont toutes reproduites. Je trouve que c'est tellement triste de penser ça et de le dire. Je préfère écouter David Lynch quand il fait ses petites explications ou ses histoires de motivation pour faire des films et qui raconte que pour faire un film, il faut écrire chaque scène sur une carte et quand on arrive à 70 cartes, on a fait son film. Je trouve que c'est beaucoup plus utile d'écouter des choses comme ça que des règles compliquées en passant par Shakespeare et la littérature, enfin les Odyssées, les trucs grecs. Il y a une énergie chez vous sur le fait de faire des choses avec une bonne idée, un truc fun. Je pense à un de vos premiers courts-métrages, One Day, avec David Cross. Ouais. Où, en gros, pour les gens qui l'ont pas vu, je résumais, c'est l'histoire d'un caca géant qui vient d'être fait par vous et qui va vous poursuivre pour vous faire reconnaître un peu votre paternité de la chose. Qu'est-ce qui vous décide à faire ça? Ou le Pecan Pie avec Jim Carrey sur sa voiture-lit qui s'arrête à la station essence où Eric et Ramsey vont lui remettre sa couverture et lui faire le plein. Est-ce que vous dites c'est fun, on le fait? Qu'est-ce qui vous décide? Il y a des trucs très précis. Le premier, c'était que ma copine de l'époque m'avait quitté et on était très scato au niveau discours ensemble. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc super scato pour qu'elle m'aime et qu'elle revienne vers moi. Et donc, j'ai eu cette idée et je l'ai faite jusqu'au bout. On s'adapte à la personnalité des gens qu'on aime et eux s'adaptent aussi à la nôtre. C'était assez drôle d'être avec une copine un peu scato. Ça libère. Et le deuxième, Eric et Ramsey rêvaient de rencontrer Jim Carrey et on se connaissait un peu, on avait un projet qui s'est pas fait, mais on s'est vu pas mal de fois. Et je savais que Jim, il adorait conduire les voitures. Il prenait jamais de double pour conduire les voitures pour les plans de loin et pour les garer, il faisait des manœuvres et tout à toute vitesse. Et je me suis dit, si je trouvais un truc qui se conduit, mais en même temps qui est drôle, il le ferait sûrement. Et j'ai eu cette idée de voiture-lit pour faire qu'il accepte pendant l'heure de déjeuner d'aller faire ce petit court-métrage. C'est presque la voiture de Microbe et Gasoil, un peu le c'est vrai, c'est les objets qui ont un double emploi aussi. Ouais. Pour revenir à la technique dont vous parliez tout à l'heure, on fait 70 cartes. Finalement, j'ai lu aussi que vous disiez beaucoup, le scénario, c'est un jeu de construction comme des blocs de Lego. Est-ce que quand vous démarrez vos films, vous savez quand même
Est-ce que vous connaissez la fin, par exemple, de vos films avant de... Ça arrive, oui. C'est vrai que quand on écrit une histoire et que on a une fin qui est forte, ça donne confiance pour écrire l'histoire, parce qu'on sait que si on arrive à ce but, d'une certaine manière, on aura quelque chose où on aura une émotion ou un sentiment fort à la fin. Donc parfois la fin est là, parfois on sait pas trop. Elle vient petit à petit. Ce que j'aime beaucoup aussi, mais bon, ça c'est plutôt comme quand j'écris des histoires pour ma fille, ou le dernier film que je suis en train d'écrire, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une scène avec un élément qui est une sorte d'aboutissement, mais sauf que c'est comme un arbre, il y a une branche qui part sur le côté et on se dit ça n'aura pas plus d'utilité que ce moment précis. On continue à avancer dans l'histoire et à un moment donné, il y a un problème à résoudre et on s'aperçoit que cette branche, cet élément de l'histoire qu'on a laissé passer, il est exactement utile pour résoudre la scène dans laquelle on bloque, par exemple. Bon, alors après, on se dit, les gens, ils vont penser que cet élément qui était dans la scène d'avant, on l'a fait en prédiction de ce que ça allait devenir dans le futur. Des fois, pas du tout. C'est du pur hasard et quand ça arrive, c'est assez satisfaisant. Si on remonte encore un peu dans le temps, vous avez commencé à raconter des histoires à travers les courts-métrages, mais aussi avec des clips. Est-ce que ce format vous a appris des choses particulières sur l'écriture et sur la narration que vous réutilisez aujourd'hui dans les longs-métrages? Oui, mais figurez-vous que une chanson, il y a une sorte de construction. Alors, on parlait des histoires des actes et j'étais assez réticent. Mais les chansons, il y a en gros, la chanson pop, c'est couplet 1, couplet 2, refrain, couplet 3, pont et refrain. Et refrain, et refrain. En gros, c'est ça. Et ça fait un petit peu comme les actes. Je vais garder en tête ça, comme j'essaie toujours de raconter une histoire, ou du moins avoir un sens, même si c'était abstrait, d'évolution, pour que le spectateur, il ait toujours quelque chose qui l'attende dans le futur. Et même si c'est juste une déclinaison, garder toujours une évolution. Donc, si on part d'une idée, la développer et l'approfondir le plus possible jusqu'à une certaine abstraction qui devient vraiment le but finalement du clip, parce que de se dire qu'on a eu cette idée toute simple et que finalement pour tenir les 3 minutes ou 4 minutes, on a dû vraiment la développer. Tout ça, c'était de la narration. Il y avait aussi travaillé avec des chanteurs, des musiciens qui étaient pas forcément des acteurs, qui étaient parfois des stars et qu'il fallait gérer. Donc ça m'a bien servi. Est-ce qu'il y en a un où vous êtes dit là, j'ai trouvé mon langage visuel? Est-ce qu'il y a un clip qui est le déclic pour vous de dire ça, c'est ça que je veux? C'est-à-dire qu'en faisant des clips, par exemple, un jour, je me suis dit, tiens, je vais pas faire du blanc cru, je vais faire des rétroprojections. Alors tout le monde m'a dit, mais non, t'es malade, c'est trop compliqué, etc. Et j'ai insisté. C'est le premier clip de Björk et je me suis aperçu que c'était génial. On pouvait créer des univers. Encore une fois, où un élément en 2D, mais qui bougeait, pouvait donner l'impression d'avoir un vrai fond infini en 3D. Donc, c'est des éléments que j'ai réutilisés dans certains films. Sinon, il y a la façon de filmer les gens qui m'a captivé dès le départ, une sorte d'honnêteté. L'effort de les montrer tels qu'elles sont est plus grand et gratifiant que de les transformer. Alors ça, c'est ma façon de penser personnelle. Il y a d'autres gens qui aiment bien glorifier ou rendre les choses plus petites. Moi, j'ai toujours aimé filmer les gens comme si c'était mon cousin qui venait me rendre visite. Une recherche d'authenticité? Oui, ou plus simplement de familiarité. Pour revenir à l'écriture, on va passer à Eternal Sunshine. Il y a un exemple parlant pour moi, c'est la cuisine qui rétrécit. Oui. Qui est un exemple très visuel de l'écriture. Comment ça se passe au moment de l'écriture? Est-ce que l'idée visuelle vient déclencher la scène? Est-ce que vous avez besoin de ça narrativement et vous trouvez une idée visuelle pour l'exprimer? C'est la deuxième. C'était un script très construit avec des transitions et après avec Charlie Kaufman, le scénariste, on a réfléchi à des transitions. Lui, il voulait que ce soit très sobre. Moi, au départ, j'avais fait des transitions très très compliquées avec des effets et des trucs à tiroirs, des meubles qui se transformaient en building, des trucs incroyables. Et puis, à 15 jours du tournage, j'ai reçu un coup de fil du producteur en me disant, Michel, on va pas faire toutes tes transitions, ça marche pas. Et là, j'étais complètement désespéré. J'ai appelé Charlie, donc le scénariste, et je lui ai dit, écoute, je peux pas faire mes transitions, il n'y a pas assez de budget. Il m'a dit, repense-les de manière plus simple et ça sera peut-être même mieux pour le film. Et donc, j'ai pensé à des choses beaucoup plus simples et c'est vrai que ça a été mieux pour le film. Ça reste visuel, mais il y avait, c'était pas systématiquement spectaculaire. Mais par exemple, il y avait pensé à une transition. À chaque scène, quand elle disparaissait, c'était au moment le plus émotionnellement chargé.
Parce que c'est comme ça que la machine détectait les mémoires, les mémoires s'enregistrent beaucoup avec les sentiments. Donc, il fallait que la scène soit le plus intense au moment où elle s'évanouissait. Et lui, dans son script, il avait voulu que les acteurs jouent de plus en plus mal et qu'ils jouent comme des mauvais acteurs de théâtre. Et là, je lui ai dit, ça va pas marcher parce qu'au moment le plus intense, on va voir des acteurs qui jouent plat et on va pas du tout être emporté par le film. Alors, j'ai cherché d'autres idées et il y en avait des très simples. Par exemple, on mettait un film en plastique transparent derrière Jim Carrey qu'on éloignait petit à petit. Donc, le fond, donc on voyait pas le bord du cadre, on voyait le fond qui devenait de plus en plus flou, et c'était juste en tenant un cadre avec du film plastique. Ou alors un truc que j'ai vraiment bien aimé faire, c'est décaler la synchro entre l'image et le son petit à petit. Donc on voyait un moment intime entre Kate et Jim, et la voix se désynchronisait, et puis après c'était comme si c'était deux choses différentes. Donc j'ai trouvé des choses beaucoup plus simples. Mais enfin, il y avait des trucs compliqués avec des plans séquences. Est-ce que c'est vrai que vous avez tourné une scène où il y a la voiture qui est sous le lac? Non, mais qui c'est passe en ça. dessous. Oui, c'est le genre d'idée que j'avais. Ah, Par mais exemple, ça n'a pas été tourné. non. Ah, ok. Je voulais qu'on me mette une voiture dans un lac en automne. Attendre que ça gèle par-dessus. Voilà, et la tourner après. Et la tracter avec un câble pour faire semblant qu'elle roulait sous la glace, c'est ça? Non, le câble, c'était pour garder l'électricité dedans. Ah oui, Et pour qu'elle démarre. Pour qu'il y ait les phares. Pour qu'il y ait les phares, ouais. Ah, ok. Avec ce film, vous recevez l'Oscar du meilleur scénario avec Charlie Kaufman. C'est le deuxième long métrage de votre carrière. Est-ce que c'est génial pour un scénariste? Est-ce que c'est bloquant pour la suite? C'est compliqué cette histoire parce qu'évidemment, je suis content d'avoir un Oscar, mais c'est pas non plus moi qui ai écrit le scénario. J'ai participé à l'histoire et c'est pour ça que j'ai l'Oscar. Mais bon, c'est la reconnaissance du film qui a été bien, et ce qui est surtout bien, c'est que le film a grandi. Il a 20 ans maintenant, et il a grandi au fil des années. C'est-à-dire que les films, il y a eu des générations nouvelles, peut-être peu de gens qui l'ont vu au cinéma, mais c'est comme ça qu'ils existent, de manière, les films. Donc ça, c'est chouette qu'il ait grandi. Bon, maintenant, de temps en temps, j'en ai un petit peu assez, qu'à chaque fois que je fais un nouveau film, on me dit « Ah, j'adore ton film, mais je préfère Eternal Sunshine ». Bon, c'est la vie, c'est mieux que d'avoir fait 0 films qui ont marché. Mais comme c'était le deuxième, il y a quand même une petite pente ascendante au départ. Juste après, vous faites La science des rêves. Est-ce que c'était une manière de recentrer sur votre propre voix ou sur vos propres idées? Il y avait une envie de... J'avais commencé à l'écrire avant, puis finalement, le Eternal Sunshine s'est déclenché plus tôt que prévu. Ce qui s'est passé, c'est un petit peu plus banal d'une certaine manière, c'est que après avoir travaillé avec Charlie Kaufman, c'était très dur de trouver des choses écrites qui me satisfaisaient, parce qu'il y a un ensemble de qualités, d'originalité, de fragilité. Enfin, il y a plein de qualités dans son écriture que j'arrivais pas à retrouver dans le script qu'on m'envoyait. Et du coup, je me suis dit je vais essayer de le faire moi-même. Et puis aussi, j'avais envie d'écrire aussi mes histoires. Donc, c'était plutôt... À un certain moment, j'ai préféré écrire plutôt que lire. Et puis bon, c'est beaucoup de choses qui m'arrivaient ou qui m'étaient arrivées, donc j'avais toutes les motivations dans la tête. Ouais, je crois que la scène des mains géantes, c'est un rêve personnel. Ouais. Et moi, je me suis demandé, la machine à voyager dans le temps d'une seconde, qu'est-ce qui mène à cette idée? Je sais pas, c'est une idée, puis je la trouve bonne. C'est un peu comme le marteau qui grandit. Ouais. Je trouve que c'est ce genre d'idée débile, mais en même temps, elle est tellement débile qu'on a envie de la faire. Souvent, quand je cherche des idées pour des clips, donc j'ai pas mal d'idées qui viennent et je les fais passer devant moi comme un Rolodex. Et il y en a une qui me paraît, où je dis, c'est vraiment ridicule ça. Et je la passe et après je reviens en arrière, je dis, mais c'est tellement ridicule qu'il va falloir que je fasse un tel effort pour la rendre acceptable. Que cet effort va finalement lui donner une valeur spéciale. C'est comme si on avait un enfant avec des besoins spéciaux. Finalement, on va avoir plus de tendresse parce que il y a un attachement comme quelque chose qui est malade. Donc, on parlait des idées. Oui, la machine a remonté le temps d'une seconde. Oui, c'est marrant parce que c'était comme un gag, mais finalement, elle marchait un peu. Et puis après, il a fait un modèle de voyage. Dans La science des rêves, il y a Alain Chabat. On le voit aussi au début de L'écume des jours. Je crois que vous êtes assez fan de Didier. Oui. Est-ce que vous avez appris des choses avec lui? Oui, je l'avais vu une fois chez Durand, là, on faisait une post-production, il faisait une pub pour Orangina, et il était immédiatement très sympa. La première fois que je suis passé à la télé,
il était aussi sur le plateau et il m'a dit, Michel, quand on te pose une question, fais une réponse longue parce que tu reprendras pas la parole après, de toute façon. et voilà. Et après, j'ai donné à tout le monde le tuyau. C'est peut-être pour ça que je vous fais des réponses un peu longues. Ça nous va très bien. Dans votre filmographie, il y a des films français puis d'autres plus anglo-saxons, dont Soyez sympa, rembobiné. Et dans ce film, vous avez inventé le concept des films suédés, où des amateurs refont des classiques du cinéma avec les moyens du bord. C'est une idée créative qui, à l'époque, a fait beaucoup d'émules sur Internet. Il y avait beaucoup de films suédés qui sont nés. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? On a parlé de la partie transmission tout à l'heure, mais dans ce film, il n'y a pas que la suite de parodies, il y a aussi une réflexion sur le cinéma, sur la communauté. Oui. Pourquoi ce film-là, à ce moment-là? Le sentiment de communauté, de différence sociale, peut-être m'a plus pris à la gorge à ce moment précis. Je venais de faire le film avec Dave Chappelle, donc j'étais assez immergé dans le monde hip-hop et nord-américain. Mais l'idée, elle est venue de plusieurs sources. La plus ancienne, c'est mon père avait une vidéocaméra très tôt, au tout début des années 80, et quand une fois il s'était parti, c'était en noir et blanc. Une fois il s'était parti avec ma mère en voyage pour le week-end, et on a utilisé la caméra. Tous mes copains sont venus et on a fait plein de choses, des faux clips, des fausses news, des petites fictions. Et quand on regardait ça, on était vraiment mort de rire. Et ce qui était drôle, c'était tous les trucs qui étaient ratés. Donc l'imperfection devenait la perfection en fait. Et mon frère a pris la cassette, il l'a prêté à un copain pour la regarder, et ce copain l'a effacé avec un match de foot. Donc j'ai toujours eu un sentiment de revanche par rapport à ça. Une autre idée, c'est que dans le 18e, il y a plein de cinémas. C'était le quartier avec le plus de cinémas de quartier de Paris, et on en voit pas mal qui ont été transformés en magasins de chaussures ou autres. Et je m'étais dit de reprendre un de ces cinémas. Je pensais pas trop vidéo, je pensais film, de donner une caméra aux gens qui habitent autour du cinéma, et ils filmeraient exactement ce qu'ils veulent, et après ils se passaient la caméra entre eux, et après ils iraient voir le film, et avec le prix du ticket on paierait la pellicule, et eux ils verraient la vie de leur quartier qu'ils ne voient jamais au cinéma, parce que finalement quand on regarde un ciel à la télé, c'est le ciel d'un endroit qui n'est pas le leur, et c'est toujours agréable de se voir dans un autre format que la vie. Si je me trompe pas, dans Be Kind Rewind, tous les figurants qui habitent dans ce quartier, qui forment cette communauté, c'était les vrais habitants de la vraie ville où vous tourniez, non? Quasiment, oui. Alors, il y a plein de lois dans le cinéma, surtout aux États-Unis, où on n'a pas le droit de faire travailler des gens qui sont pas dans les syndicats, etc. Les gens du quartier, on pouvait pas les faire tourner normalement, mais on a eu une idée, c'est de leur faire apprendre des chorégraphies et d'avoir des séquences avec de la danse dans le film, parce que s'ils devenaient danseurs, là c'était un autre syndicat, c'est un autre métier, et ça passait. Et c'est pour ça qu'il y a la séquence, quand je me lis à la fin, dans le générique, où il y a ce grand plan avec tous les gens qui dansent. Et c'était vraiment une expérience géniale, parce que j'avais, je sais pas, 150 ados à caster en une journée, et je faisais des systèmes aux États-Unis où en général les gens ils parlent toujours d'eux, et c'est pas touchant. Et je leur faisais toujours parler d'un autre. Parce que Jim Carrey, par exemple, il parlait beaucoup de lui, et quand je le faisais parler de quelqu'un d'autre, il était beaucoup plus touchant. Donc je les ai pris par un groupe de 4 ou de 8, et je leur demandais à chaque fois de décrire, parce qu'ils se connaissaient, tel ou tel personnage. Et donc après, j'avais 60 personnages, et je les ai mis en groupe de 8, en isolant celui qui avait le plus de sens musical. Je leur montrais une séquence avec une chorégraphie, et ils devaient apprendre en gros la base de la chorégraphie aux autres. Et en une demi-journée, ils avaient tous leur chorégraphie ensemble. Là, j'ai vraiment appris à gérer un grand nombre de personnes, et c'était vraiment une expérience géniale. Et à la fin, quand ils regardent tous le film, ils le découvrent vraiment, et j'ai fait vraiment gaffe, et c'est difficile parce que les techniciens souvent ils comprennent pas ce que je recherche. Je voulais que à la caméra ils découvrent le film qu'ils avaient tourné ensemble, et que ce regard qu'ils ont, s'il est authentique, il est authentique. Mais ça se ressent quand on voit j'espère, oui, parce qu'on se souvient du moment où on a tourné, et puis on voit encore une fois, on voit les petites erreurs, et puis il y a une fierté quand même. À faire un fast-forward, on va aller à l'écume des jours. C'est la rencontre entre l'univers de Gondry et l'univers de Boris Vian. C'est presque une évidence. Le pianoctel, ça pourrait être une invention de Gondry. Surtout que votre père, il a inventé un synthétiseur, non? Mon grand-père. Votre grand-père, c'est ça. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'à quel moment les univers allaient être en symbiose, et à quel moment ils risquaient de rentrer en collision? J'ai eu un gros complexe par rapport à Boris Vian, parce qu'il a une aura énorme.
c'est une sorte d'incarnation de contre-culture comme Rimbaud ou tous ces gens. C'est un statut qu'on acquiert longtemps après. Et donc moi, je me sentais étranger à cette chose, je me sentais pas très littéraire, et en même temps, j'avais vécu cet attachement à son œuvre, et comme tout le monde, et puis ces trucs de Vernon Sullivan, un petit peu osé, et puis ça a développé mon imagination, plus ou moins consciemment, donc je me sentais en adéquation, mais en même temps, je savais que chacun a sa perception de son œuvre et que ça serait dur de le montrer. Et en même temps, j'ai été sincère, honnête et j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'avais une énorme pression pour être à la hauteur. Et au bout d'un moment, j'ai mis mon lit dans le studio et je restais tout seul pendant le week-end pour être sûr que j'allais être à la hauteur. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de choses. C'était le piège de ce livre. C'est-à-dire que les gens qui n'ont lu que 2 livres dans leur vie, ils ont lu L'écume des jours et Robert Merle ou un truc comme ça. Dès que c'est la littérature russe, par exemple, on connaît le titre, mais personne n'a lu le livre. Alors donc c'est plus facile. Mais là, comme tout le monde a lu le livre, tout le monde a créé ses images à une époque. C'était un livre d'adolescence un petit peu. Donc il y a une partie des gens qui ont trouvé que c'était trop. Je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre, mais c'est étonnant parce que vous parlez beaucoup d'imposteurs, de pas se vanter. Là, vous avez dit je suis pas très littéraire et autres. Et ensuite, vous allez faire un documentaire d'entretien avec Noam Chomsky, oui, qui est quand même un des plus grands cerveaux de cette époque. Qu'est-ce qui vous a amené là? C'est un des seuls scientifiques qui soit un réel comme la suite des Lumières, des Newton et tout ça, qui est vraiment révolutionné l'idée entre guillemets génétique du langage et qui est en même temps une activité et une pensée politique qui soit très pointue. Très souvent, les gens qui sont des vrais scientifiques ont des idées politiques assez vagues, assez floues, bon, ils sont pour la paix, etc. Ou alors, les gens qui sont très politiques, surtout en France, ils sont nuls en sciences. C'est rare qu'on ait une personne avec les deux. Donc moi, je le voyais comme un grand penseur. En plus de ça, j'avais lu 1 ou 2 ou 3 de ses livres sur la créativité qui résonnaient vraiment avec ce que je pensais. Et puis, j'étais invité en résidence au MIT, au Institut technologique du Massachusetts, et comme c'est là qu'il enseignait, j'ai demandé à le rencontrer. Enfin, moi, j'étais hyper honnête. Quand je comprenais vraiment ce qu'il me disait, je l'illustrais. Et quand ça a déraillé un petit peu, je partais dans l'abstrait. Donc, j'avais pas l'impression, c'était pas pour expliquer forcément, mais c'était pour voyager. Des fois, quand on discute avec quelqu'un, il y a des moments où l'esprit, il va un peu sur le côté, puis après, il revient. Et puis, j'avais pensé beaucoup au film de Clouzot sur Picasso. On va passer ensuite à un des films qu'on préfère avec Michael dans votre filmographie, c'est Microbes et Gasoil. C'est mon préféré aussi. Ah bah, nous, on adore ce film. Est-ce que vous pouvez le pitcher pour nos auditeurs? C'est dans une classe, vers la fin de l'année plutôt, avec un garçon qui est quand même un petit peu moi, assez artiste, mais qui est quand même intégré dans la classe, mais il est petit, il a les cheveux longs, on le prend pour une fille, et il y a un qui arrive en retard et qui est un garçon qui est vraiment une personnalité différente, qui est beaucoup plus, qui a une vie quand même plus dure. Son père est antiquaire et il vit un petit peu, c'est un peu des hoarders, on va dire, sa famille. Donc ça donne un profil vraiment différent et il a plein d'inventions. Et puis finalement ils s'entendent très bien. Et ils décident de se fabriquer une voiture pour aller en vacances parce qu'ils n'ont pas le permis. Un peu fugué aussi, c'est entre les deux. Oui, sans prévenir leurs parents. Et pour pas se faire attraper parce qu'ils n'ont pas le droit de conduire et ils ont l'idée de déguiser la voiture en maison. Mais c'était quelque chose que vous faisiez, non, quand vous étiez enfant, de construire des petites voitures avec vos copains? Oui, on avait ça, on avait acheté un kart et puis on construisait des choses, mais qui est pas mal dans les films, c'est qu'on a envie de faire des choses dans la réalité, mais la réalité ne le permet pas. Alors, dans les films, on peut construire une réalité qui le permet. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec Beacon Rewind, parce que c'est assez utopique. En fait, ça permet de réaliser des utopies. Donc, oui, je me souviens très bien, j'avais eu cette idée de nous construire une voiture et on l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette scène, me dit, mais t'imagines si on ne le fait pas, ce qu'on se dirait dans 30 ans. Ça s'est passé comme ça. J'ai écrit des petites cartes, comme David Lynch, et à chaque fois où j'écris mes scènes, et à chaque fois que j'écrivais toute la première moitié du film, c'est des choses qui me sont arrivées en vrai, donc c'était des souvenirs, et à chaque fois, la nuit, je faisais un rêve qui était évidemment imprégné de ce que j'avais écrit pendant la journée, et je l'écrivais, ce rêve, et je le mettais dans la deuxième moitié de l'histoire, et toutes les deuxièmes parties de l'histoire sont des rêves que j'ai fait quand j'écrivais la première partie de l'histoire. Par exemple, l'avion qui va à reculons, alors, c'est un tout rêve ça. que je fais
tout le temps. L'avion qui décolle jamais, Ouais. c'est insupportable. Et il y a plein de trucs, la coupe de cheveux dans le bordel coréen. Je l'ai fait avec l'interview qui dégénère. C'est marrant parce que j'ai encore le vrai rêve en tête et il y avait un mur entre les deux. C'était pas exactement comme ça, mais j'ai vraiment collé avec les footballeurs Et américains. le duel avec le football américain, je pense, c'est un rêve ou c'est arrivé en vrai? Non, c'est rien. Ça, c'est une citation de West Side Story, je crois. Ce qui est étonnant dans ce film, c'est que finalement, à part l'avion qui roule et les gens qui s'endorment, il y a assez peu d'effets. Oui. Et pourtant, ça raconte quelque chose de presque onirique parce que, comme dans le livre des solutions d'ailleurs, vos films sont souvent dénués de cynisme. En fait, on a deux gamins qui sont des pré-ados, qui ont une vie difficile, l'autre une situation pas simple. Tout va être joli. En fait, on regarde ce film avec le sourire, même s'ils ont pas une vie facile. Il n'y a pas du tout de cynisme. C'est dans votre manière d'être ou c'était la volonté du film de faire passer un bon moment? Non, en général, j'évite le cynisme. J'aime pas le cynisme. D'ailleurs, je le sens. J'ai un problème de cerveau. C'est quand j'ai une pensée cynique, j'ai une mini crise d'épilepsie. Et ça m'est arrivé. J'avais une copine, par exemple, qui faisait de la bande dessinée et elle m'avait énervé. Et en traversant la rue, je me suis imaginé que je lui disais, tu sais que t'es pas drôle en fait, parce que vous faisait des bandes dessinées comiques. Et quand j'ai eu cette idée de lui dire ça, j'ai ressenti. Et c'est comme si quelqu'un me disait au-dessus de moi, c'est méchant. Donc j'aime pas trop le cynisme, mais je trouve surtout qu'au cinéma, le cynisme, c'est aussi fait par des gens qui veulent se crédibiliser, qui ont plutôt une vie plutôt facile et qui veulent se montrer un côté sombre, comme s'ils étaient torturés. Et les gens plus torturés, ils ont plutôt tendance à faire de la comédie. Bon, je schématise, mais il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui sont faussement noirs. On a eu Michel Leclerc comme invité au podcast et il nous disait quand j'étais jeune, j'écrivais que des trucs sinistres et sombres parce que ça me donnait l'impression de faire des choses importantes et un peu avec ta personnalité. Et en vieillissant, il fait plus des choses légères et drôles. Ouais, parce que quand on va mourir, c'est pas drôle. Comment vous avez fait pour doser dans ce film? Il y a quelque chose de très très beau qui est l'équilibre entre la comédie, l'émotion, parce que c'est une amitié très forte. Il y a des choses très tendres qui se passent, il y a les premiers amours et en même temps, Gasoil, il est un peu philosophe. Ouais. Comment vous avez équilibré tout ça? Il y a un moment génial quand on écrit un script, c'est quand les personnages commencent à parler tout seuls. Et on peut plus les arrêter. Ça fait des trop grandes scènes, on est obligé de couper. Mais ils se mettent à discuter, mais c'est un petit peu comme... je pense que quand on pense aux gens, on pense qu'on est en train de leur parler très souvent. On imagine une discussion. Et moi, quand j'ai une discussion avec quelqu'un, avec un argument ou des points de vue opposés, très souvent, je dis finalement, ah ben oui, c'est vrai, c'est l'autre qui a raison. Ça me donne une sorte de légitimité à ma pensée. C'est que je ne suis pas forcément le vainqueur de la conversation. Donc, c'est venu comme ça. C'est que c'était moi d'un côté et l'autre côté les personnes que j'avais connues, c'était un ensemble de copains. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, j'étais vraiment plus intéressé par les copains qui avaient des vies difficiles, qui étaient dans des milieux moins faciles, que ce soit au niveau financier ou au niveau ambiance de famille. C'est des conversations que j'avais entendues, auxquelles j'avais participé. C'était assez facile. Et puis ils étaient anti-Jones, on pourrait dire. Bon, ça n'existe pas ce terme à l'époque, mais des fois ils s'expriment de manière un petit peu classique parce que par exemple ils veulent pas faire le high five Gasoil parce qu'ils trouvent que c'est vulgaire. Ils ont des principes qui sont un petit peu hors, qui les séparent des autres et qu'ils expriment, et c'est vrai qu'ils sont super. Je leur avais dit dès le départ, je vais pas vous faire des compliments entre les prises parce que ça servira à rien, mais vous inquiétez pas, vous êtes super et tout. Ensuite, il y a le livre des solutions. C'est un film qui est un peu plus sombre, qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui n'arrive pas à finir son film et qui va le faire payer un peu à tous les gens qui l'entourent. Dans ce film, vous traitez de la bipolarité. Je crois que c'est une expérience personnelle aussi, un chemin, des choses qui sont transmises à travers de ça. Comment vous avez géré ce que vous alliez dévoiler de votre expérience personnelle et ce que vous alliez mettre sous forme de comédie, parce que finalement, c'est quand même une comédie dramatique. Comment vous avez réglé le curseur ? J'ai voulu classer tous les moments, tous les épisodes de cette période. Et quand on a ça, je voudrais pas trop parler de cette maladie parce qu'après, maintenant que j'ai commencé à le dire, je suis obligé de l'assumer. Mais c'est une bonne excuse pour les gens de pas vous faire travailler. C'est pas comme d'avoir une maladie infectieuse ou un cancer et tout. C'est soit on est comme ça fait partie de sa personnalité. En tout cas, vu de l'extérieur. Donc les défauts que ça entraîne, ils font partie de soi. Donc on peut être désagréable, on est une personne désagréable et puis voilà.
Parce que quand on est dans cet état de manie, on a vraiment l'impression qu'on va changer le monde. Moi, quand j'ai fait diriger l'orchestre, ça a super bien marché et j'avais l'impression que je crée une révolution. Je sais que c'est faux maintenant, mais on a cet état d'esprit. Alors on se dit, mais j'ai fait n'importe quoi. Mais il y a quand même des choses, par exemple, contre toute attente, j'ai quand même réussi à avoir Paul McCartney qui joue de la basse dans la bande-annonce. Et évidemment, j'étais complètement parano parce que je disais, mais ils vont tout faire capoter, les producteurs vont dire... Et en même temps, c'était un peu vrai. Que si j'en avais parlé trop aux producteurs avant, ils m'auraient dit, non, il faut faire un deal avant, etc. Donc j'ai fait des cartes, je les ai mises ensemble pour voir ce que j'avais fait de bien. C'est vrai que j'avais fait un film d'1 heure sur un scarabée en racontant des choses en voix off. Et je pensais que j'avais perdu la cassette et je pensais que j'avais perdu un chef-d'œuvre, par exemple. L'idée, c'était de savoir à quel point cette grandiosité que je ressentais avait même une ombre de justification où c'était complètement dans le vent. Donc j'ai regardé et évidemment, tout ça, c'était complètement débile. Quand on le raconte, c'est super drôle, mais en même temps, il y a un côté... C'est glaçant, hein. C'est à la fois drôle et glaçant. Oui, Là, quand je et regarde puis le les film, gens on sent, sont là. partis les uns après les autres, ils en pouvaient plus. Mon assistante, elle m'a plaqué parce que j'ai engueulé un autre assistant américain en face d'elle. C'était difficile. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez pas très fan de psychanalyse et je comprends ce que vous dites sur la scientificité, la non-reproductivité des résultats. Mais est-ce qu'en faisant ce film, c'est une auto-analyse ou c'est une manière de dire aux gens, bon, je me suis rendu compte, c'est quoi l'intention du film finalement? Parce que c'est très personnel. C'est très personnel, mais on met souvent les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on se dit, on a envie d'exprimer quelque chose, donc on va faire un film pour permettre d'exprimer quelque chose. Mais la réalité, et je suis sûr que les réalisateurs, ils l'avoueront pas, c'est qu'on a envie de faire un film. Et on se dit, tiens, ça pourrait faire un film. Tiens, ça pourrait faire un film. Alors, on a un sujet, si c'est personnel, on a toutes les informations, on n'a qu'à s'appuyer sur le vécu. Et on a, par exemple, le changement de personnalité tout d'un coup qui s'expliquerait pas, mais on sait pourquoi c'est arrivé parce qu'on l'a vécu. Donc, j'ai eu ça comme matériel, j'ai souffert, je vais souffrir les autres, et je me suis dit, ça justifie de faire un film. Et je pense que c'est pas mal de recadrer cette question parce que c'est un petit peu romantique, l'idée que on a des choses à exprimer, donc on utilise le film pour les exprimer, on pourrait utiliser la peinture, etc. Ça existe un peu, mais moi je pense que la raison première c'est que c'est cool de faire un film, on a envie de faire un film, on avait envie que ce soit unique et personnel, et on cherche un sujet et on se dit tiens, c'est comme les autoportraits, on en fait toujours un plat, pourquoi les gens ils font des autoportraits, les peintres, moi je pense qu'il y a une grande majorité, c'est parce que ils ont envie de peindre quelque chose, ils ont pas de modèle ce jour-là et ils ont leur tête, donc ils la font. J'ai envie de te poser une petite question sur cette envie de faire un film. Quand vous avez fait le livre des solutions et que vous étiez en promo, à un moment donné, on vous a posé des questions sur d'autres projets qui s'étaient faits, qui s'étaient pas faits, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, vous avez dit peut-être que je ferai un film d'horreur ou je travaille sur un film d'horreur. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient toujours à cœur? Ça va se faire, je pense. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le film d'horreur? Bah, c'est quelque déjà, chose que vous avez jamais fait? c'est de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Ensuite, j'aime bien regarder les trucs un peu macabres. J'adore regarder Faites entrer l'accusé. C'est horrible. J'ai un peu honte, quoi. C'est comme de sentir un fromage qui sent très fort. Je sais pas, ouais, comme image, c'est macabre. Au départ, c'était pour essayer de comprendre pourquoi j'avais cette fascination. Et puis finalement, j'ai trouvé une histoire qui me plaisait et puis j'ai été pris par l'histoire. On arrive au bout du temps qui nous est imparti. J'ai une dernière question. Vous dites souvent que si on veut créer des choses, il faut commencer et surtout les finir. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si important de finir? Alors, il y a 150 000 raisons. Mais par exemple, l'idée, si vous considérez l'idée comme une personne et que vous la terminez pas, votre idée, elle vous fait plus confiance après. Si vous en reprenez une autre, elle va se dire ah ouais, mais tu m'as fait le coup la dernière fois, alors non. Alors donc ça ça peut une image, mais on n'apprend rien si on va pas jusqu'au bout. Aussi, ça veut dire parfois que si on veut pas finir, c'est qu'on est prétentieux et qu'on veut pas montrer ses limitations. Mm-hmm. Donc c'est toujours plus facile de laisser les choses pas finies. Par respect ça c'est une nouvelle auquel je viens de penser. Par respect pour les gens auxquels on a dit qu'on allait faire ça, parce que les réalisateurs, surtout au début, ils parlent beaucoup et ils font moins. Donc si on a dit à son meilleur ami tiens, je vais faire ça et ça et ça, et qu'on le fait pas, on fait défaut un petit peu, on trahit un peu son ami. Et je crois que aussi c'est une certaine forme d'humilité de terminer son travail, parce que malheureusement on peut pas forcément atteindre le niveau qu'on aurait voulu, et
Il faut accepter que ce soit fini, que ce soit imparfait et qu'on va peut-être faire mieux la prochaine fois. Il y a tellement de raisons pour lesquelles il faut finir, parce qu'il y a la gratification aussi. Il y a de terminer un projet. Moi, dans ma famille, il y avait des gens qui terminaient pas et j'ai vécu des grandes frustrations de l'inachevé. Voilà. Je sais pas, vous en voulez. Non, c'est très bien. Vous en voulez plus. J'avais écrit pour une amie qui faisait de la bande dessinée, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle savait pas si elle devait terminer une bande dessinée ou pas, et je lui avais dit 10 raisons. Comme ça, j'avais trouvé 10 raisons bien rangées et tout pour le... Et ça l'a convaincu? Je crois. Mais elle m'avait dit un truc super. Elle m'avait dit, souvent, elle perdait des planches qui représentaient énormément de travail. Il faut les refaire et en se disant qu'on les refera encore un peu mieux. Ben, c'est un bon mot de la fin. Et nous aussi, il nous faut terminer. Merci. Merci, c'était sympa. Beaucoup. C'est ainsi que s'achève cet épisode et cette saison de La Machine à écrire. Nous remercions Michel Gondry pour son temps et sa générosité, ainsi que Laurence Granec pour avoir rendu cet entretien possible. Si vous avez des enfants à partir de 4 ans, ou tout simplement si vous aimez l'animation et les histoires créatives, nous vous invitons à découvrir Maya Donne-moi un autre titre au cinéma, et à voir et à revoir Maya Donne-moi un titre en VOD. Depuis l'enregistrement, Michel a reçu le cristal d'honneur du Festival d'Annecy en reconnaissance de son apport exceptionnel à la vitalité de l'animation. Évidemment, nous vous recommandons tous ses autres films, clips et courts-métrages si vous ne les avez pas déjà vus. Et si vous aimez son travail et que vous êtes à Paris en ce moment, nous vous invitons à découvrir la rétrospective Michel Gondry à la Cinémathèque française du 15 au 27 juin en présence du réalisateur. Au programme, des leçons de cinéma et des projections de ses films suivies de discussions avec lui. Si vous aimez La Machine à écrire, n'hésitez pas à nous dire quels sont les invités que vous aimeriez entendre dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires sur Apple Podcast et sur Instagram. N'hésitez pas non plus à nous proposer des thèmes et à nous partager les sujets d'écriture qui vous intéressent le plus. On fera de notre mieux pour les inclure dans de futurs épisodes. Et pour savoir quand un nouvel épisode est disponible, vous pouvez toujours vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi, qui compte déjà plus de 5000 abonnés. Chaque vendredi, nous y partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, de quoi vous divertir et vous émouvoir chaque fin de semaine. Vous y trouverez de quoi occuper vos soirées et aussi de bonnes idées cadeaux adaptées à tous les âges. Pour s'y inscrire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés et parler de nous à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir. Avant de se quitter, nous tenons à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin, qui nous hébergent pour les enregistrements. Et enfin, un grand merci pour votre fidélité. Nous allons à présent faire une pause estivale bien méritée pour recharger les batteries et préparer les futurs épisodes de la rentrée. On vous souhaite de bonnes vacances, un bel été et on se retrouve dans quelques mois. À bientôt. When you're walking down the street and you see a little ghost, what you gonna do about Ghostbusters? What is that? That's the Ghostbusters theme song. No. I'm pretty sure it is.